Je souhaite bon courage à Bruno Lombardo qui va venir au pupitre. Très bien, merci beaucoup. Bruno, je te cède la parole pour ta dernière version en public. Pour une fois, sois brillant, Bruno, s'il te plaît. Non, mais il me met la pression, là, alors que je suis loin d'être au niveau. Hein. Alors, plusieurs choses pour détendre un peu l'atmosphère, parce que j'ai senti l'émotion lorsque monsieur a pris la parole, et évidemment, on sent que ça sortait des tripes, et on n'a pas choisi ce métier par hasard, et on sent bien les raisons pour lesquelles nous sommes ici et concernés par cette problématique. Et puis le plaisir d'avoir retrouvé un vieil ami, Gérard Zrivi, où on a sévi dans quelques congrès ensemble, et où on a partagé des idées, on les a confrontées, on était parfois en opposition, mais tellement souvent en total accord. Avec le président du département, ce qui est une première sur les 10 années que j'ai piloté la MDPH du Nord. Alors, je suis connecté par rapport à ce qui se dit, à ce qui se ressent, et notamment avec 5 années d'un secrétariat d'État qui n'a pas tenu toutes ses promesses, on peut le dire simplement comme ça, et pour lesquels, évidemment, dans les 5 ans à venir, nous espérons, en tout cas déjà que le ministre actuel soit affirmé dans son rôle, ce qui n'est pas tout à fait sûr, et puis que l'on démarre les travaux, là, parce que on est un peu sur les starting blocks. Et je le dis, vous voyez, avec encore cette casquette de directeur MDPH sur la tête, parce que ça va pas s'arrêter dans 4 jours. Je suis un militant aussi, et j'ai bien l'intention de transmettre le peu de savoir que j'ai réussi à accumuler tout au long de cette existence professionnelle. Alors, bon, une petite anecdote sur Séraphin, parce que je pense que c'était un peu à l'origine. Il y a une 30aine d'années, j'ai travaillé sur un projet avec un chercheur, un docteur ès sciences, qui s'appelle Jean-Marc Dutrénit, peut-être que certains le connaissent. Il était docteur ès sciences à l'université Lille 3. Et j'ai lu ses bouquins et je trouvais passionnant cette histoire d'évaluation des compétences sociales. Et en tant qu'éducateur dans l'âme et jeune directeur, je me suis dit, mais ça m'intéresse beaucoup de savoir si on peut mesurer la compétence sociale et comment ça peut s'opérer. Et évidemment, on a vécu une aventure absolument extraordinaire. Et dans cette aventure, je suis allé présenter ce travail au DGS de l'époque, qui s'appelait Pierre Gauthier. Alors ça, les vieux le connaissent, se souviennent de cette aventure, mais Pierre Gauthier, alors il me voit arriver au ministère, et puis il me dit, j'ai 10 minutes à vous accorder. Donc, en 10 minutes, comment je vais faire pour lui présenter le truc? Alors, je commence, je déroule, j'essaye de faire vite, et peut-être maladroitement. J'y suis resté 2 heures. Il a écouté attentivement, et au bout de 2 heures, il me dit, je vais résumer. Et il commence à résumer. Et je me dis, merde, il a compris en 2 heures ce qu'il m'a fallu à peu près 2 ans pour comprendre. Alors, il y avait un écart, mais ce qu'il avait compris m'a effrayé. M'a vraiment effrayé. Pourquoi? Parce je parlais de compétences sociales. Donc j'arrivais à mesurer une compétence sociale à l'instant donné, avec des professionnels qui intervenaient, quel type de professionnel, à quel moment, à quel niveau de l'individu, quel était son besoin, etc. Et notamment, quelles étaient ses compétences. Alors, c'était beaucoup moins intéressant, puisqu'on parlait de choses un peu étonnantes dans le domaine médico-social, on parlait de mathématiques. Et Pierre Gauthier, oui, me dit, mais puisque vous arrivez à l'instant T
à savoir quel type de professionnels doivent intervenir sur une personne à l'instant T et de voir comment les choses évoluent sur une trajectoire, on pourrait le chiffrer. Alors je dis mais c'est pas le but. Enfin, je suis pas. Il me dit mais si, c'est très intéressant, c'est très important. Eh bien, je pense que c'est ça, Séraphin. C'est la vision purement monétaire d'une intervention sociale donnée sur lequel, moi, j'étais perché sur un petit nuage où je me disais, c'est génial, on va pouvoir permettre à la personne de, comment dire, d'évoluer en étant maître de ses propres compétences. Et lui, il pensait déjà quel type de professionnels, combien vont-ils coûter, est-ce nécessaire de les maintenir, et tout au long de ce parcours de suivi en médico-social, etc. Donc vous voyez qu'on était dans deux mondes totalement différents. Je suis sorti de là, j'étais à ramasser à la petite cuillère. Et c'était deux mondes totalement... voilà. Et Séraphin PH, alors on a enlevé les compétences sociales, on a laissé finalement le coût à la place. On a laissé cette dimension purement financière, ce qui est complètement dégradant. Il y a quelques années, dans les couloirs de la CNSA, je rencontre Marie-Arlette Carlotti, c'est elle qui était notre secrétaire d'État à l'époque, et je la connaissais, j'étais de Marseille. Bon, j'ai pas l'accent, hein, mais je travaillais à Marseille à l'époque, et j'étais directeur général d'une association, et évidemment, je travaillais avec des enfants complètement paumés. On avait une équipe de nuit qui récupérait les gamins qui déambulaient la nuit, la prostitution, les conduites addictives, les mineurs avec enfants, la délinquance. Et notamment la délinquance des filles qui était... je ne pouvais pas imaginer à quel point c'était violent. Et Marie-Arlette Carlotti, elle me croise dans les couloirs, puis elle me dit « Oh, il y a un sujet qui va te plaire, c'est les cas critiques et les cas complexes. » Ah, je dis « Ben oui, bien sûr que ça m'intéresse, parce que en fait, il y a des situations qu'on n'arrive pas à gérer. Les situations d'extrême violence, les situations... L'abandonnisme, c'est quelque chose de particulièrement difficile. Et en tant que professionnel, en tout cas, vous vous êtes confronté à ces situations et vous savez de quoi je parle. Et à cette époque-là, j'étais parti, mais bien en tête, les cas critiques, les cas complexes. J'avais travaillé avec l'aide sociale à l'enfance, avec la PJJ, avec le côté sanitaire, et quand on était autour de la table, chacun pensait que le cas complexe relevait des trois autres. C'était jamais le mien. C'était, bah non, là, c'est l'autre. Alors, c'est en cela, ça illustrait la patate chaude, hein, intéressant, la patate chaude. Alors, c'était comment contrer cela. Alors, on a commencé à bosser sur ces idées, et puis, effectivement, Pifto s'est saisi de l'affaire, et on est arrivé à zéro sans solution. Une appellation que je déteste, c'est RAPT. RAPT. Bon, réponse accompagnée pour tous. Et là, alors, je remets ma casquette de directeur MDPH, on a organisé les premières réunions. J'ai pété un câble. Parce que dans les réponses que nous étions susceptibles d'apporter au moment où on était dans un tour de table, avec vous, messieurs, dames, des gens issus de l'association, de l'associatif, qui étaient autour de la table pour trouver une solution ensemble. Et lorsqu'une solution était trouvée, ben, il fallait un financement, parce que c'était compliqué faute de place, ça veut dire qu'il fallait peut-être des personnes en plus, et puis, qui plus est, avec une personne violente, une personne difficile, ça déstabilisait peut-être le service. Donc, on se tourne vers l'ARS, l'ARS qui se retourne aussi pour voir s'il y avait quelqu'un derrière. Non, c'est de vous dont il s'agit. Où êtes-vous? Est-ce que vous pouvez financer? Ah ben, il faut que je demande à ma hiérarchie. Non. Non. Si vous venez dans cette réunion, c'est que vous avez mandat. Si vous avez mandat, c'est pour décider. Alors, bon, idem côté département, hein. Idem côté département, c'est-à-dire que les personnes présentes, que ce soit dans les GOS ou
ou dans d'autres réunions liées à réponse accompagnée, les personnes, notamment administratives, ne venaient sans mandat, ce qui est une totale aberration. Alors, j'étais très déçu, en tout cas, par cette pseudo-solution trouvée que de se lancer sur un objectif très ambitieux, mais combien inatteignable, d'être sur une réponse accompagnée pour tous. C'est loin d'être le cas. Il y avait un paravent, c'était l'histoire des Belges, des départs en Belgique. Et avec le moratoire, il fallait essayer d'instiller une réactivité côté français sur les établissements pour que nous puissions évidemment être les premiers sur une problématique avant que la famille choisisse d'aller voir dans d'autres cieux les possibilités d'être accompagnée. Mais une autre chose m'a complètement déstabilisé, c'était justement les 3 heures par-ci, les 3 heures par-là. Ce que disait Gérard tout à l'heure, c'est du morcellement, purement et simplement du morcellement. C'est-à-dire que si les institutions faisaient l'effort d'essayer d'être force de proposition à un moment donné, on en oublie l'individu qui, lui, faisait du nomadisme institutionnel et se retrouvait à un moment donné à devoir, avec sa valise, aller un jour ici, 2 jours là et 3 jours là-bas. Donc, zéro sans solution. Je pense que le concept est à revoir fondamentalement. D'autant plus que il me semble vraiment important de prendre l'individu dans sa globalité, c'est-à-dire que on l'a vu lorsque la personne a des problèmes médicaux, c'est pas simple d'aller à l'hôpital. C'est pas simple pour une personne en situation de handicap de se faire comprendre. C'est pas simple pour un médecin qui n'a jamais été formé au handicap d'essayer de comprendre quelle est la problématique. Donc l'urgence, je pense, avant de trouver la moindre solution, c'est d'essayer de faire un bilan somato pour essayer de savoir si la personne va bien. Ensuite, il faut essayer de comprendre par la neuropsy ce qui se passe. La violence est un langage qu'on ne comprend pas et qui nous fait peur. Alors, la pire des choses, c'est quand ça monte en symétrie, vous savez. Quand on répond à la violence par de la violence. Ce qui arrive dans certaines institutions. Je l'ai vu, y compris dans la propre institution que je dirigeais lorsque j'étais à Marseille. Donc la formation des professionnels pour leur expliquer que c'est pas ça du tout la réponse. Mais c'est en tout cas ce lieu peut-être de diagnostic et d'évaluation me paraît indispensable avant toute prise en charge. Toute prise en charge sérieuse. C'est-à-dire que la personne est violente, la placer dans une institution comme ça, c'est perdu d'avance, quoi. C'est pas envisageable. Donc, la meilleure des choses à faire, me semble-t-il, c'est, dans un premier temps déjà, de se dire, on se pose où en est l'individu. Où en est-il au niveau de sa santé? Où en est-il au niveau de sa problématique, de ses angoisses, de tout ce qui peut être traumatique, peut-être même du stress post-traumatique. Et s'il est évidemment dans une situation d'avoir un comportement du type abandonnique, il fera tout pour faire échouer la prise en charge. Donc c'est un peu tout cela, si vous voulez, sur lequel j'ai été confronté avec ma casquette MDPH, où je voyais les équipes tourner en bourrique avec ce que l'on nous a imposé comme système devant résoudre tous les problèmes des personnes sans solution. Constat, on en est loin. Nous avons évoqué l'aide sociale à l'enfance. Alors, l'aide sociale à l'enfance, ça, c'en est un problème. C'en est un gros. Et le secrétaire d'État n'a pas fait mieux que Cluzel. Hein, Adrien Taquet. Il n'a pas fait mieux. L'aide sociale à l'enfance. Alors, en tant qu'MDPH, on est venu me trouver en me disant,
nous avons de gros problèmes à l'aide sociale à l'enfance parce qu'on a des gamins hyper violents et nous pensons que les gamins violents sont handicapés. Ah ouais. Vous pensez que la violence est un handicap? Moi, je vais vous montrer, moi, si je suis handicapé. C'est hallucinant d'entendre des choses comme ça. Ceci dit, j'ai entendu quand même le désarroi du côté aide sociale à l'enfance. Et on a pris 200 dossiers d'enfants à l'aide sociale à l'enfance et on les a. J'ai demandé aux évaluateurs d'en faire une analyse et effectivement, il y en avait qui relevaient du champ du handicap. Évidemment, il y en avait. Mais pourquoi? Parce que on provoque un peu aussi ça. C'est-à-dire que cette espèce de nomadisme, cette absence de ligne rouge et d'accueil sécurisé, ça peut générer des troubles psychiques. Et in fine, effectivement, on peut retrouver des enfants qui sont dans des situations extrêmement compliquées, difficiles, et ils peuvent devenir fous pour ne pas mourir, en fait. La force qu'on peut représenter, et notamment sur un projet que j'ai pas pu mener à terme, mais j'ai le temps encore, et je vais avoir toute ma retraite pour ça, c'est les aides techniques. C'est tout ce qui est aide permettant à la personne d'être plus autonome. On essaie de nous réduire, on a tenté de nous réduire le budget côté PCH, et j'ai essayé de résister en essayant d'augmenter la dimension technique et tout ce qui pouvait être, y compris de la haute technologie, pour les personnes en situation de handicap. Et là, évidemment, j'ai rencontré des gens fabuleux, la French Tech, enfin, un tas d'ingénieurs qui bossent dans des startups et qui sont en manque d'idées. Alors, je leur ai dit que les idées, nous les avions, parce qu'on s'occupait de personnes en situation de handicap, qui avaient plein de projets de vie, pas forcément réalisables en l'état, mais avec une aide technique qui pourrait éventuellement les réaliser. Donc, voilà, un projet sur lequel je regarde avec attention aujourd'hui et j'essaye à un tout autre niveau que celui de technicien de manœuvrer certains leviers pour que, pour le coup, les gens se rencontrent, qu'il y ait moins de clivage et un peu plus de transversalité pour faire en sorte que nous puissions atteindre quelques réalités, en tout cas, en termes de projets.